Un président démissionnaire, un accord sur le climat à trouver d'ici la fin de l'année. Le GIEC s'interroge sur son avenir, sur le nôtre aussi. C'est notre grand angle. La démission de leur président pour des raisons non climatiques est très mal tombée. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat était à Nairobi pour discuter de son avenir quand tout s'est emballé. Le numéro 2 du GIEC, le Belge Jean-Pascal Van Ippersel, revient de Tanzanie. Lui, il est notre grand témoin. Bonsoir. Bonsoir. Alors 2015 est une année cruciale pour nous tous, pour le GIEC aussi. Il va falloir trouver un accord sur le climat en décembre à Paris. Alors un mot déjà de cette démission, celle de Rajendra Pachauri, donc ex-président du GIEC. Est-ce qu'elle peut avoir un impact négatif sur le GIEC ou pas ? Non, en fait, vous savez, la démission a eu lieu juste avant la réunion qui était prévue depuis bien longtemps. Les procédures ont permis de procéder au remplacement temporaire du président. Donc pendant 6 mois, un de mes collègues, vice-président, Ismail El Ghizouli, est devenu le président faisant fonction. Il va assumer ces fonctions-là jusqu'au mois d'octobre. En octobre, nous aurons des élections. J'espère être élu à ce moment-là président. Oui, vous êtes candidat au poste, on va y revenir. Et il y aura alors un nouveau président qui sera président du GIEC pendant les 7 années qui suivront. Mais le GIEC est quand même souvent critiqué, notamment par les climato-sceptiques. Vous ne pensez pas qu'il pourrait en profiter pour vous décrédibiliser ? Ils essaieront sans doute tous les arguments, ils essaient d'utiliser tous les arguments possibles et imaginables, mais ça ne change rien à la réalité des changements climatiques qui est bien là. Les lois de la nature ne sont pas influencées par ce genre de controverses tout à fait artificielles. Alors votre dernier rapport, le 5e, est sorti en fin d'année. Vous mettiez en garde contre des effets sévères, irréversible. On va voir tout de suite un exemple parmi tant d'autres du réchauffement climatique. Un réchauffement climatique qui fragilise le littoral français. Voyez ce reportage de nos partenaires France 3. Le marais Poitevin en bord de mer, les maisons aux volets bleus, les pieds dans l'eau, l'île de Ré coupée en deux. Le scénario catastrophe semble de plus en plus probable. Des chercheurs américains de l'université d'Harvard viennent de publier leurs dernières conclusions. Avec le réchauffement de la planète, la hausse du niveau des mers s'accélère. En 2100, à la fin de ce siècle, il pourrait avoir augmenté d'1 mètre. Sur cette carte, nous comprenons pourquoi ces chiffres affolent les politiques et les scientifiques. Dans la région, les premiers touchés seront les habitants des 2 îles. Sur Ré, les Portes et Saint-Martin seraient presque totalement sous les eaux, tout comme Charon ou Hénande. Ces 17 dernières années, le niveau de la mer augmente de 3 mm par an, 2 fois plus vite qu'au début du siècle. Si rien n'est fait, les alertes aux grandes marées deviendront plus fréquentes, les risques de submersion plus grands. Une réaction de la part des pays riches notamment est indispensable. Ce sera tout l'enjeu de la conférence sur le climat qui se déroulera en décembre à Paris. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a prévenu. 2015 devra être une année essentielle pour l'avenir de la planète. Donc voilà pour la France. On évoquait à l'instant Madagascar, vous en revenez. Il y a eu de fortes inondations et là aussi, vous trouvez que c'est un exemple totalement parlant de ce qui se passe aujourd'hui ? C'est 50 000 personnes qui ont été sinistrées. Ce sont des gens qui doivent vivre sous tente. Quand il y a des tentes, ce sont des rizières inondées à cause de pluies très intenses qui se sont prolongées longtemps. Alors c'est trop tôt pour être sûr que c'est le résultat des changements climatiques. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que dans un monde qui se réchauffe, il est probable d'avoir de plus en plus souvent des pluies très intenses. Donc il y a tout de même un soupçon assez vif que ce qui se passe à Madagascar soit lié au changement climatique. Oui. Et votre 5e rapport, pour une fois, était quand même très sévère, enfin très alarmiste. Comme le Club de Rome, en 72, annonçait une catastrophe écologique, on le voit aujourd'hui. Comment vous expliquez qu'on n'arrive pas à se décider, qu'il faille encore trouver un accord, qu'on n'arrive pas à trouver d'accord ? Je dirais que les constats sont effectivement alarmants, je dirais pas alarmistes, parce que la réalité est comme elle est, et on n'a aucune volonté de la rendre pire qu'elle n'est vraiment. Mais c'est une vérité, comme le film d'Al Gore le disait, une vérité qui dérange parfois. Parce que si l'humanité veut effectivement protéger les générations futures et maintenir le réchauffement à un niveau acceptable qui permet l'adaptation, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre à 0, bien avant la fin du siècle, ce qui demande de changer assez fondamentalement la manière dont l'énergie est consommée aujourd'hui, produite dans l'ensemble du monde. Donc il y a pas mal de résistances. Les résistances de quel point de vue ? Industriel, politique ? Est-ce que les politiques prennent
assez en compte ce risque ? Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont pris conscience de l'importance du risque, mais il y en a aussi beaucoup qui sous-estiment l'ampleur du défi, les risques qui sont vraiment importants pour nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures. Je crois que l'action est encore loin d'être à la hauteur du défi. Alors c'est Paris qui va accueillir cette conférence à la fin de l'année où on espère trouver un accord. François Hollande a lancé l'appel de Manille la semaine dernière quand il était aux Philippines. Est-ce que ça peut changer quelque chose ? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cet appel ? Alors, je crois que la conférence de Paris, d'abord, est un moment très important. Et donc, je pense que la France prépare cela de manière très engagée avec le Pérou qui a organisé la dernière conférence. C'est important qu'il y ait cette collaboration nord-sud autour d'un enjeu comme celui-là parce qu'il concerne vraiment tout le monde. Je crois que la France essaye de vraiment mettre tout le monde autour de la table en respectant les différences d'opinion sur un sujet qui est difficile parce qu'il y a ces différences d'intérêt. Il y a ceux qui sont du côté des victimes et qui ont très peu émis de gaz à effet de serre, alors qu'ils sont les premières victimes. Il y a ceux qui vendent des combustibles fossiles, du charbon, du pétrole et qui auront donc plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de changements dans la manière dont la production d'énergie se fait. Et donc mettre tout le monde d'accord, c'est pas facile. Et avoir un appel qui appelle tout le monde à travailler ensemble, ça ne peut que contribuer à aller dans la bonne direction. Mais il faudra un accord à la fin de l'année, pas simplement un appel. Alors justement, que peut faire le GIEC pour qu'il y ait cet accord ? Alors, le GIEC essaye de fournir les informations les plus objectives possibles, les plus rigoureuses sur la base de la littérature scientifique, en travaillant de la manière la plus inclusive possible avec des scientifiques du monde entier. Le dernier rapport a été produit par plus de 830 auteurs principaux, venant vraiment de tous les pays du monde, ou à peu près. On essaie de fournir l'information sur l'état du système climatique, sur la manière dont il pourrait évoluer, la manière dont le climat pourrait évoluer suivant différents scénarios. On montre quelles sont les conséquences de ces différents scénarios. Un scénario où on ne change pas grand-chose et où effectivement le nombre de catastrophes augmente. Un scénario au contraire où on prend la mesure de l'enjeu, on change la manière dont l'énergie est produite et où on arrive à protéger le climat. Et puis dans ces rapports, on montre aussi quelles sont les options qui sont à disposition des décideurs pour réduire les émissions, pour s'adapter au changement climatique. Mais le GIEC s'arrête évidemment à cet endroit-là pour ne pas prendre la place des décideurs. C'est évidemment aux décideurs de choisir. Mais alors souvent, ils décident des accords à minima. Vous n'êtes pas un peu frustré ça fait votre 5e rapport, le dernier était quand même assez sévère, et pourtant toujours pas de résultat. C'est vrai que c'est frustrant. Je crois que beaucoup de scientifiques qui travaillent sur le climat sont très frustrés du décalage qu'il y a entre la gravité du diagnostic, la clarté qui est de plus en plus grande à propos de ce diagnostic et la faiblesse des engagements, jusqu'à présent en tout cas, de la communauté internationale. Et pourtant, alors vous êtes candidat à la succession de la présidence du GIEC. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que ça puisse être plus efficace, peut-être ? Mais je crois qu'on n'a pas tellement le choix. Le GIEC a comme mandat de faire l'évaluation scientifique la plus rigoureuse possible. Donc j'essaierai de garder la science au centre des activités du GIEC. Mais on est aussi à l'interface entre la science et la décision politique. Et donc pour que cette interface soit la plus lubrifiée possible, mais il faut qu'on explique le mieux possible quel est l'état de la situation, mais aussi quelles sont les options pour répondre à ce défi, tout en rencontrant d'autres défis qui sont importants aussi. Je crois qu'il faut chercher des synergies, il faut que le GIEC travaille davantage dans la recherche des synergies entre les solutions aux problèmes climatiques et la solution à d'autres problèmes qui sont très importants aussi, comme l'accès à l'eau potable, l'accès à de l'énergie pour ces gens qui doivent parfois marcher des heures pour collecter du bois, pour cuire leur repas ou pour s'éclairer. Et donc, dans ce contexte de développement durable, je pense qu'on va pouvoir trouver des solutions qui recueillent davantage le consensus. Et c'est peut-être aussi en travaillant dans cette direction-là
en faisant le lien entre la question des changements climatiques et la question du développement, et du développement durable en particulier, que la conférence de Paris pourra trouver un succès. Et d'ailleurs, les écologistes réclament un accord juridique contraignant. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Un accord, un traité international pourrait être tout à fait opérationnel, a intérêt à être juridiquement contraignant. Maintenant, il faut que cela soit accepté. Maintenant, le GIEC a montré dans ses rapports que pour qu'un accord soit accepté, il faut qu'il soit perçu comme juste. Donc c'est un des enjeux de la conférence de Paris, c'est construire un accord, un texte qui soit perçu par tout le monde comme suffisamment juste pour être accepté et peut-être accepté avec sa dimension contraignante. Et est-ce que vous pensez que la solution peut aussi venir d'initiatives personnelles, locales? Est-ce que c'est aussi une piste qu'il faudrait mettre plus en avant? Je pense que l'évolution des négociations internationales et de l'action en matière de climat ces dernières années a montré que ce n'était pas seulement une question liée à ce que pouvaient faire les États. Bien sûr, les États peuvent beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout. Les acteurs privés, les entreprises, les ONG, les particuliers ont un rôle à jouer et un des enjeux de la conférence de Paris aussi est de voir comment un traité international comme celui qui est en préparation peut accompagner, peut faciliter ces initiatives individuelles, ce qui se passe au niveau des villes, au niveau d'associations, au niveau des citoyens, pour orienter les choses, les faciliter, augmenter leur efficacité de manière à transformer la manière dont on consomme et on produit l'énergie dans le monde pour protéger le climat. Mais vous-même, vous êtes confiant sur cet accord parce que c'est vrai qu'on mise beaucoup sur cette conférence à Paris. Vous l'avez dit, vous essayez de concilier les deux parties, mais même si je me répète, est-ce que vous êtes confiant? Moi, je suis d'abord de nature optimiste, mais je suis aussi optimiste. Je pense qu'il y aura un accord à la fin de l'année. Mais, il y a un petit mais. Je sais par l'histoire des négociations climatiques ces dernières années que ce ne sera pas non plus le dernier point dans l'histoire des négociations sur le climat. Il y aura encore beaucoup de travail après. Ce sera la fin d'un travail, mais ce sera surtout le début d'une trajectoire qui devrait permettre d'aller encore plus loin parce que Paris, même si c'est un succès, ne résoudra malheureusement pas tous les problèmes. Eh bien, nous suivrons ça avec intérêt sur TV5 Monde dans 64 minutes. Encore merci Jean-Pascal Van Ypersel d'avoir été notre grand témoin. Merci à vous.